Hélène, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je suis très heureuse d'être parmi vous et je remercie tout particulièrement les organisateurs de la Maison du Banquet de m'avoir fait l'honneur de me confier cette conférence inaugurale à ces journées consacrées au travail de la langue. Alors je vais d'abord vous faire un aveu un peu naïf, j'ai envie de dire, même s'il va vous paraître un peu aussi emphatique. J'ai eu un extrême plaisir à préparer la conférence que je vais vous présenter pour une raison qui m'est un peu particulière. Je vais avoir bientôt 62 ans et je me suis aperçue en la préparant, que d'un certain point de vue, cette question du travail de la langue ou des questions proches se trouvait comme entrelacée à ma vie depuis toujours. Je dis que c'est une remarque un peu pompeuse, mais au fond, c'est plutôt rare de mesurer le temps passé de façon un peu heureuse. On n'est en général pas trop content de vieillir. En plus, il est quand même peut-être arrivé quelque chose à la langue. Il est clair qu'on n'est pas du tout aujourd'hui face au même panorama linguistico-discursif que quand j'étais écolière. Et voilà. Alors pourquoi est-ce que je peux faire cette affirmation un peu emphatique? D'abord parce que, comme Dominique Bonduel l'évoquait tout à l'heure, il se trouve que ma première définition au sens à la fois chronologique et secrète, si je puis dire, c'est que j'écris depuis que je sais écrire. Et j'ai grandi dans une famille de journalistes plutôt conservateurs, avec des prescriptions du type sujet, verbe, complément, ou bien il faut appeler un chat. Si bien que mes premières métaphores me semblaient de véritables transgressions, j'en avais presque des frissons, je craignais beaucoup, je donnais tout à lire à mon père, je craignais beaucoup ce qui arrivait d'ailleurs régulièrement, qu'il entoure mes métaphores, comme il les trouvait beaucoup trop osées. Et là je parle de l'âge de 15 ans à peu près, vous savez tous que l'écriture aussi a son adolescence. À ma génération, elle était encore placée presque nécessairement sous le signe de Rimbaud. J'écrivais effectivement des poèmes en prose. J'écrivais aussi des nouvelles à l'écriture en fait très classique. C'était de la narration, des histoires avec des personnages. Alors en disant ça, des histoires avec des personnages, vous avez peut-être compris que je fais là allusion, à contrario, à ce qu'on a appelé, avec le nouveau roman, la mort de l'histoire, la mort des personnages, réplique sur le plan de l'écriture romanesque, de la mort du sujet en sciences humaines et sociales, et plus notamment de la mort de l'auteur sur le plan de la théorie littéraire. Les morts avaient des conséquences très directes sur l'écriture. Ces morts, mort du sujet, mort de l'auteur, mort du personnage, mort de l'histoire, avaient des conséquences très directes sur l'écriture, à la fois dans la position de soi écrivant et dans la forme prise par l'écriture comme résultat. Je vais vous en donner encore un exemple, toujours placé sous le signe du souvenir de ma propre histoire. En terminale, je me suis liée d'amitié avec une fille, une nouvelle venue. Une nouvelle venue dans l'école, c'est toujours les moments de rencontres bouleversantes. C'est bien connu, c'est même un topos des récits autobiographiques. Et donc, cette fille nouvelle venue écrivait aussi de la poésie. Et elle était très marquée par Artaud, Tzara, Domal et les surréalistes en général. Alors, elle a lu mes propres textes avec un immense dédain, et m'a fait subir une séance de critique qui m'a laissé écraser de honte. Je me sentais bas-bleu à côté d'elle, c'est vraiment le sentiment qui prévalait. J'avais le sentiment que je passais à côté de quelque chose de tout à fait essentiel, que ce que j'écrivais était d'une banalité, d'une platitude effrayante. Alors déjà, en seconde, et alors ma seconde, c'est-à-dire pour situer un peu, pour vous rappeler les années 1969-1970, j'avais eu à traiter un sujet de dissertation portant sur le travail poétique. Tout professeur de littérature française sait que le travail de la langue, c'est vraiment... Il y a guère d'années où on ne prépare une dissertation, d'abord alors, comme élève à ma génération, puis ensuite comme enseignante, sur ce genre de questions. Tout à l'heure, d'ailleurs, je vous citerai une phrase de Roland Barthes que j'ai plusieurs fois donnée en dissertation à des étudiants et que j'ai donc traité aussi comme dissertation, par ailleurs, qu'il m'arrive de citer dans mes réflexions sur ce type de questions. Donc, en seconde, sujet de dissertation portant sur le travail poétique,
Je précise que j'étais une très bonne élève dans ma classe, et j'ai fait une dissertation pleine d'émotions lyriques, récusant l'idée que la poésie puisse relever d'un travail. J'ai brodé autour du vers de Musset, faire une perle d'une larme du poète ici-bas. Voici la mission, la passion. Je suis désolée, je cite de mémoire, et Internet ne passait pas hier. J'avais l'intention de vérifier les citations sur Internet, et je n'ai pas pu le faire hier. Il se trouve qu'il y avait des stagiaires dans cette classe, et que cette dissertation, c'était eux qui devaient les corriger. Et je me suis retrouvée avec quelque chose comme une note 6, 6 sur 20, une catastrophe absolue, une annotation me ridiculisant complètement. Et je les ai évidemment compris en relisant plus tard ma copie, et surtout parce que j'étais sortie de ce type de lieu, d'imaginaire. J'étais devenue une étudiante très passionnée par la nouvelle critique, lectrice de Barthes et lectrice aussi du nouveau roman, etc. Ils étaient en plein, eux, dans la nouvelle critique, c'est-à-dire que l'idée que le poète puisse être inspiré, qu'il puisse ne pas travailler, qu'il puisse être génial, qu'il y ait du génie dans l'affaire, leur paraissait être typiquement la reproduction du mythe bourgeois de l'institution sacralisée de la littérature. Et puis bien sûr, en plus de ça, ils étaient face à une dissertation qui était écrite, il faut bien le dire, dans un très très mauvais lyrisme. Et ça m'avait donc valu très très cher. Alors je reviens à mon amie de terminale. C'est à partir de là qu'à son exemple, et devenant lectrice moi-même passionnée des surréalistes notamment, je suis entrée dans une écriture touffue et obscure, une écriture fondée sur le surgissement des images, dont je ne maîtrisais plus le sens, c'est-à-dire, je devrais plutôt dire, dont j'acceptais de ne plus maîtriser totalement le sens. Ce n'est que quelques années plus tard que je devais mettre des concepts de théorie littéraire sur cette transformation, sur cette conversion, parce que au fond ça avait été vraiment une conversion. Comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, j'étais passée de la priorité accordée au signifié, au plan du signifié, à la priorité accordée au plan du signifiant sans le savoir. J'étais passée du côté de la modernité. Je ne me pensais plus comme un sujet devant la langue, à la fois contraint par elle et faisant d'elle ma servante pour amener aux disciples des scénarios que j'imaginais, mais je ne me pensais plus comme précédant la langue, comme ayant à ajuster la langue à ma pensée, et précédant les textes que j'écrivais, mais je me pensais conduite par un mélange de nécessité dont je n'étais pas le maître, mais plutôt le lieu, et de hasard, un mélange de nécessité et de hasard, où l'écriture agençait la langue selon des principes dont la logique rationnelle m'échappait au profit d'une cohérence esthétique d'un autre type. En tout cas, c'est la théorie. Pour revenir à mon plaisir à préparer cette communication à l'âge que j'ai, je me suis ainsi rendu compte que je pouvais me vanter en quelque sorte d'avoir fait l'expérience d'un très grand nombre de pratiques d'écriture correspondant à des options esthétiques aujourd'hui répertoriées par l'histoire littéraire. Et ceci, je pourrais le dire tout autant du côté de l'écriture littéraire que du côté de l'écriture théorique, même si je n'ai pas tellement donné dans le genre, si je puis dire. Si vous songez à un auteur comme Lacan, ou Blanchot même, alors Blanchot c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a eu aussi une pratique tout à fait de démaîtrise de la théorie, avec un privilège accordé éventuellement au plan du signifiant. Je pense à Lacan et à tous les épigones que Lacan a pu faire, pas seulement chez les psychanalystes, mais également chez les littéraires. Alors j'ai été professeur de collège et j'ai personnellement adoré apprendre aux élèves à écrire des rédactions. J'ai connu dans cette expérience des moments de très grande émotion. J'ai écrit donc des livres et des articles consacrés à l'histoire de la langue française. Je vais y revenir un tout petit peu, en particulier sur la question de l'interprétation de l'ordonnance de Villers-Cotterêts et de la création de l'Académie française. Et puis, comme le disait Dominique Bondu tout à l'heure, il y a un peu plus de 6 ans, j'ai créé un mouvement, Transition, qui est un mouvement que je dirais à la fois littéraire et quasi-politique. Quasi-politique, l'expression n'est pas de moi, c'est une expression d'Étienne Balibar dans un article qui s'appelle « 3 concepts du politique », paru dans un recueil qui s'appelle
j'ai oublié de noter ça m'échappe là. Il y a masse dedans, mais j'ai oublié ce que c'est. Et Étienne Balibar présente 3 concepts du politique: autonomie, hétéronomie. Le troisième, il l'appelle civilité. Et il dit que ce troisième concept, n'est pas un concept totalement politique, mais il l'appelle quasi-politique. Et c'est vraiment, pour nous, à Transition, une idée très importante de nous situer dans quelque chose qui est en deçà de la question de l'engagement politique en littérature, de l'écriture militante, mais qui réfléchit à qu'est-ce que c'est que écrire, qu'est-ce que c'est aussi que transmettre la langue, qu'est-ce que c'est que dialoguer, qu'est-ce que c'est que discourir, comme condition de possibilité, donc en deçà de l'action politique proprement dite, comme condition de possibilité de la démocratie, entendue comme une scène où des conflits politiques, de la conflictualité, voire de la lutte, qu'on a pu dire de lutte des classes, peut se représenter. Alors, donc, ce mouvement cherche à bousculer les pratiques de la recherche et de l'enseignement en matière de littérature. Il y a plusieurs rubriques. Il y a une rubrique de création, notamment, qui s'appelle Juste. Et il y a aussi une rubrique où on a essayé de s'adonner à des formes brèves. Nous avions inventé ce que j'appelle un petit genre qu'on a appelé exergue. C'était sur une citation où il y avait l'idée de transition. On écrivait un court texte. Puis maintenant, un abécédaire. Ça veut dire que pendant 5 ans, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup suggéré des corrections. Et ceci au nom, mais de façon assez intuitive. Vous verrez que ma conclusion, c'est qu'à la fois je crois dans l'éthique de la forme, mais je suis assez incapable d'en donner une définition précise. Donc je vais simplement essayer de circonscrire les enjeux de cette opposition que mon titre suggère, travail de la langue ou éthique de la forme. Mais c'est toujours avec ce souci, notamment d'une clarté de l'adresse, donc d'une certaine transitivité des textes que j'ai suggéré des corrections, tout en essayant d'éviter le sérieux un peu intimidant de l'écriture universitaire ou la platitude du lieu commun qui vient assez vite, évidemment, sous la plume, sous les plumes. Et pour terminer cette présentation un peu rapide de transition et de mes diverses raisons à moi d'avoir autant croisé cette question du travail de la langue, eh bien, je dirais aussi qu'il se trouve que quand nous avons créé la rubrique Juste, donc la rubrique de création, qui comprend aussi des images, mais qui comprend beaucoup de textes littéraires, des poèmes, j'avais l'idée qu'il serait bien de relancer la fable. J'ai un particulier amour pour les fables de La Fontaine, et donc j'en avais écrit 2 que j'avais écrites sous pseudonyme afin que le comité de rédaction de Transition puisse dire en toute liberté si ces fables que j'avais écrites étaient pour eux dignes d'être publiées ou pas. Elles ont été favorablement acceptées et je me suis vraiment prise au jeu. Donc ça fait maintenant 6 ans que j'écris des fables. La plupart sont des réécritures, pas toutes, mais quand même beaucoup sont des réécritures des fables de La Fontaine. Et c'est un autre problème encore, le problème de la réécriture. Il est évident que comme il s'agit de fables, la question de l'éthique, elle est la question de la morale. Donc morale, éthique, elle est directement... elle se pose à chaque fois, à chaque coup. J'en ai écrit une 40aine maintenant. Et voilà. Alors maintenant, je voudrais un peu vous présenter des remarques historiques, plus historiques sur cette question. Historiquement, la question du travail de la langue a été posée par différence, voire par opposition, avec l'inspiration, la possession, la fureur. En fait, mon anecdote sur ma dissertation de seconde était destinée à l'amener, c'est-à-dire décider de ne pas traiter le sujet sur le travail poétique en se contentant de très mal diluer, paraphraser, varier le vers de Baudelaire, faire une perle d'une larme, c'est se prononcer très naïvement, très romantiquement
pour la théorie de l'inspiration. On l'a appelé aussi d'un mot latin, furor, fureur poétique au XVIe siècle, ou bien invention. Alors invention, c'est en fait le mot qui correspond au latin inventio, qui est un terme de rhétorique, je vais y revenir. Du côté de la poésie, ce paradigme de l'inspiration, de la possession, de la fureur, du génie, de la transe peut-être, c'est plutôt placé sous le signe des muses, de l'inspiration des muses. Et c'est cette inspiration des muses qui est mise en avant chez les poètes de la Pléiade, par exemple. Alors même que les formes poétiques obéissent à des règles fixes et contraintes. Je vous rappelle, pour mémoire, le sonnet composé de 14 vers, pas n'importe quel vers, 2 quatrains et un 6-1. Les 2 quatrains obéissant, alors les 2 quatrains en général sont en décasyllabe, qui est le vers noble au XVIe siècle, jusqu'à ce que l'alexandrin le supplante. Et les 2 quatrains donc obéissent à ce schéma rimique, des rimes embrassées, A, B, B, A, B, B, A, puis le 6-1 avec un distique et un quatrain, C, C, D, E, E, D, avec une légère variation possible. Le CC, le distique, pouvant être en fin de sonnet. Donc voilà, ça paraît a priori très étonnant, puisqu'on a une forme fixe, il y en a d'autres, mais celle-ci est très pratiquée par les poètes de la Pléiade, et cependant, les poètes de la Pléiade mettent en avant l'inspiration des muses, la fureur poétique. En fait, c'est que même en poésie, la question est subsumée par les catégories de la rhétorique. Et j'ouvre une parenthèse pour vous montrer, ce que je développerai peu, parce que ce serait un peu complexe, que ces questions que je vais vous présenter comme des questions historiques ont en fait des répercussions permanentes chez les chercheurs qui choisissent eux-mêmes ou se prononcent pour des interprétations de ces enjeux et qui du coup se mettent à lire les textes du passé avec un certain type de grille de lecture, disons, si bien que, en même temps qu'ils le font, ils transmettent eux-mêmes une certaine idée, finalement, du rapport à la poésie, etc. Donc actuellement, par exemple, vous avez 2 très grands chercheurs de XVI-istes qui sont vraiment de très grands chercheurs, Francis Goyet d'un côté, qui est un grand spécialiste de la rhétorique, et François Cornillat de l'autre, qui est un grand spécialiste plutôt de la poétique, qui connaît admirablement aussi la rhétorique. Simplement, il y en a un pour qui lit toute la poésie de la Pléiade comme de la rhétorique, et l'autre qui n'arrête pas de faire valoir que chez les poètes du XVIe siècle, déjà, il y a une hésitation sur la définition même de ce qu'ils font. S'agit-il pour eux de discourir, de persuader, ou s'agit-il de quelque chose qui les lance en quelque sorte dans un ailleurs, un au-delà du langage, ce qu'on pourrait dire sous cette forme-là. Mais ce n'est pas tellement sur la question-là de la persuasion ou pas que je vais enchaîner. Je vais plutôt revenir donc là à Aristote et à la première grande typologie des genres de discours qui est due à Aristote, c'est-à-dire l'opposition qu'Aristote fait entre la rhétorique et la poétique, c'est-à-dire entre l'art de persuader ou l'art du discours efficace et l'art de la mimésis, qui est un terme grec que l'on traduit soit par imitation, soit par représentation. En français, les 2 traductions sont insatisfaisantes. Je pense qu'il faudrait toujours, en fait, au fond, les superposer et se souvenir que les 2 captent bien quelque chose de la mimésis. En poésie, que la poésie soit mimésis, c'est ce qui a alimenté une très ancienne comparaison, qui en fait est ensuite passée plutôt par le poète latin Horace, ou de pictura poésie, c'est-à-dire où la poésie est comparée à de la peinture, où de toute façon, l'idée c'est que dès que l'on est dans les genres de la mimésis, donc ce qu'on appelle nous aujourd'hui poésie, ou bien le poème dramatique, ou bien à l'époque le genre narratif c'est l'épopée, ces 3 genres
représente, il peigne quelque chose qui est extérieur à la poésie, extérieur à la langue. Tandis que du côté du discours efficace, de la poétique, Aristote divise les moments de la rhétorique. L'orateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'une part trouver quoi dire, et c'est ça l'inventio. Et trouver quoi dire, il faut qu'il le fasse de façon vive. Enfin, ce n'est pas trouver quoi dire comme on va ramasser des pommes. C'est vraiment se laisser gagner par une énergie propre au quoi dire. Disposition organisée, c'est le plan en gros. Puis vient l'élocution. Ce sont les termes latins, c'est la traduction latine des termes grecs, qui ensuite est passé en français directement de la même manière. Invention, disposition, élocution. Élocution, c'est trouver les mots. Les deux autres, c'est la mémoire et l'action qui ne nous intéressent pas. Donc l'élocution, dans cette perspective de l'éloquence, c'est le niveau de la langue. C'est le niveau du choix des mots, des figures de style, de l'ornement. Les figures de style, c'est une toute petite partie de la rhétorique. Les figures dites de rhétorique, en fait, ne sont pas du tout le cœur de la rhétorique. Et même peut-être au contraire, comme je vais essayer de vous l'expliquer. Même si, à un moment donné dans l'histoire, et aussi en raison de ce qu'on a appelé la seconde rhétorique, le mot rhétorique, par métonymie en quelque sorte, s'est mis à vouloir dire essentiellement les figures. On va retrouver ce sens-là plus tard dans des... Je ne sais plus si chez Paulan, ou je crois que oui, Paulan par exemple, quand Paulan emploie le terme de rhétorique, je vais en dire un mot, il l'emploie au sens plutôt des figures, du travail de la langue, de l'élocution. Mais l'élocution n'est en fait initialement qu'une petite partie, et une partie qui est considérée pendant longtemps comme la partie ancillaire, la partie basse de l'éloquence. Amyot, un auteur de la fin du XVIe siècle, d'un texte qui s'intitule « L'éloquence royale », compare l'élocution à un serviteur qui obéit, tandis que l'invention, dit-il, c'est le maître qui commande. L'invention, c'est l'entendement. Alors on peut penser au vers de Boileau, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire parviennent aisément. » Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire parviennent aisément. Y a-t-il un travail de la langue à l'horizon de cette même idée? Enfin, il y a quelque chose de vraiment très proche, qui veut que ce qui est maître de la situation, maître de la langue, c'est l'entendement, c'est-à-dire que c'est le moment de l'inventio. Ça n'est pas le moment de l'élocutio. L'élocutio, elle suit. Si la pensée est là, qu'on la pense plutôt comme ratio, comme raison, ou comme génie, comme fureur, s'il y a la puissance de penser, ou la puissance d'inventer, ou la puissance d'imaginer, ce sera plutôt une puissance d'imaginer dans le cas de la poésie, eh bien, le travail suit. Il n'y a pas de véritable travail au sens où, de toute façon, la mise en mots est considérée à ce moment-là comme une sorte de conséquence facile ou invisible ou indolore de l'inventio ou de l'inspiration. En fait, on retrouve c'est pour ça aussi que je parlais des prescriptions venant de ma famille, appeler un chat, sujet, verbe, complément. Là, je pense à Boileau, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire parviennent aisément. Et il faut bien sûr que la langue s'efface. Il faut en fait qu'elle soit invisible. Alors, en fait, j'ai rapproché ici Amyot et Boileau tout à fait abusivement. C'était simplement pour vous montrer à la fois la filiation, mais en même temps, il y a une grande rupture entre les humanistes et Boileau. Boileau a aussi écrit, à notre génération, on apprenait ça quand on était écolier, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre-temps, l'élocution a cessé d'être cette partie ancillaire du langage. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé dans la conception du langage? Je pourrais dire, et ça ne serait pas faux, l'invention de la langue elle-même, de la langue française, de la langue en tant que telle. Quelque chose s'est séparé
du langage et s'est mis à être défini comme langue. C'est-à-dire, on est passé, on pourrait dire, de ce qui était encore pensé très nettement comme les Grecs pouvaient penser le logos, c'est-à-dire un mixte de pensée et de langage, avec une importance donnée à la faculté énergique, je vais insister là-dessus, de penser en même temps qu'on parle, à l'existence d'une langue séparée qui a sa propre personnalité et aussi sa propre structure. En fait, en gros, la définition par Saussure de la langue comme système est impensable sans la grammaticalisation des langues vulgaires. Alors, je dis la langue française parce que c'est celle que j'ai étudiée, peut-être aussi parce qu'il y a eu quelque chose d'assez particulier à l'histoire du français, mais je n'insisterai pas là-dessus. Simplement, on peut songer que les Français ont entretenu, peut-être encore maintenant, je ne sais pas, un rapport très surinvesti à leur langue. Les étrangers, vous avez peut-être remarqué, disent volontiers subir la pression des francophones et des locuteurs français de quelque qualité qu'ils soient, de quelque milieu social qu'ils soient, même quand ils rentrent chez un boulanger pour demander du pain. Moi, j'ai entendu des personnes très différentes les unes des autres, venant de pays très différents les uns des autres, me répéter cette expérience très traumatique, disent-ils pour eux, comme quoi ils ont l'impression que s'ils parlent mal, en faisant une faute, avec un accent, ils sont immédiatement jugés sur le plan de la langue par un locuteur français. Alors, il est vrai qu'à partir du XVIIe siècle, la langue française a été pensée comme elle-même dotée d'une sorte de, je disais personnalité tout à l'heure, le génie français, comme s'il y avait un sur-orateur, un orateur collectif de la langue elle-même. Je vous cite par exemple une phrase du père Bourg, qui a écrit à la fin du XVIIe siècle, dans les entretiens d'Aristée de Gênes. Au reste, notre langue est si réservée dans l'usage des métaphores, vous voyez que là aussi cette affaire de métaphore vient de loin, au reste, notre langue est si réservée dans l'usage des métaphores qu'elle n'ose employer celles qui sont un peu fortes si elle ne les adoucit par « si j'ose dire », s'il m'est permis de m'exprimer de la sorte. Vous remarquerez que le « je » qui dit « si j'ose dire » est le locuteur qui a employé une métaphore, mais en même temps, dans la phrase de Bourg, c'est la langue elle-même qui parle, et qui parle d'une façon qui est célébrée en général pour sa pureté, pour sa clarté, pour sa chasteté, éventuellement. Alors je reviens au XVIe siècle d'abord, pour vous faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre le XVIe et la fin du XVIIe siècle, avec bien sûr au centre la création de l'Académie française. On peut illustrer les conceptions humanistes de l'éloquence par un mythe qui a été très important en France et qui a réuni poètes et orateurs. C'est tellement vrai que Du Bellay termine sa défense et illustration de la langue française en l'évoquant. C'est le mythe dit de l'Hercule gaulois. Il vient de Lucain, donc il s'autorise d'un texte de l'Antiquité. Il n'est pas donné comme une invention légendaire, mais une vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que le Hercule gaulois? C'est un Hercule, c'est Hercule, mais particulier. Il a non seulement sa massue, ses armes, etc., mais en fait, il les a quasi déposées au profit d'autres types d'armes. Il a un anneau d'or passé dans sa langue, et de cet anneau partent des chaînes multiples rattachées aux oreilles d'hommes et de femmes qui le suivent enchaînés. Et qu'est-ce qui est caractéristique de cette façon ces hommes et ces femmes, ces auditeurs, c'est un auditoire, qu'est-ce qui est caractéristique dans leur façon de suivre Hercule gaulois? D'une part, ils sont tous réunis, non pas ensemble, mais ensemble par le passage par la langue d'Hercule, mais on dit même volontiers qu'ils ne sont pas tirés, ils sont attirés et ils suivent joyeusement, il n'y a pas de tension, la chaîne n'est pas péniblement tirée. Voilà, alors c'est la figure même de l'orateur, à savoir celui qui, en persuadant, réunit, rassemble le peuple entier sous le fait de son éloquence
et sur un mode pacifique. C'est vraiment l'utopie de l'humanisme à la Renaissance. Mais en même temps, ce qui accompagne cette représentation de l'Hercule gaulois, c'est-à-dire ce qui accompagne cette représentation de l'éloquence comme capable d'instituer un peuple de façon pacifique, c'est une comparaison de l'éloquence à la souveraineté et à la puissance armée. Par exemple, je vous lis une phrase, c'est vraiment topique, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines comme ça dans les textes du XVIe ou du XVIIe siècle. L'éloquence a quelque chose de commun avec la dignité royale. En effet, ce que peut le faire en une armée, l'éloquence le fait en une assemblée d'hommes raisonnables dont elle se rend la maîtresse absolue. La langue, dit-on donc, est comme le glaive dans une armée, elle a cette puissance, cette force, mais une force pacifique. Alors, glaive, on va le retrouver. C'est un désir permanent qui n'arrête pas de traverser le rapport des hommes de lettres à la langue. On va le retrouver du côté de Mallarmé tout à l'heure. Et il s'agit bien d'inventio. C'est par l'inventio que la langue peut être un glaive, pas par l'élocutio. Parce que l'élocutio, encore une fois, elle est la servante. Pourquoi ? Notamment parce que dans l'éloquence, l'effet de persuasion est dû à une certaine rapidité. L'orateur est célébré comme celui qui n'a pas le temps d'arranger les mots. C'est pour ça aussi que ça ne l'intéresse pas. Il ne s'investit pas dans les mots, dans les locutio, parce que de toute façon, il doit aller vite, il doit prendre par surprise, il doit pouvoir agir dans une urgence qui sollicite la mobilisation du discours persuasif. Les métaphores très fréquentes sont celles de la chaleur, de la véhémence, de l'énergie, énergie qui, encore au XVIIe siècle, veut à la fois dire la dynamique du discours, l'énergie au sens moderne, mais aussi traduit le mot grec enargeia et pas energeia, qui est en latin evidentia, qui est la figure qu'aujourd'hui on appelle l'hypotypose, où il s'agit, par l'hypotypose, de faire voir exactement comme si on y était. C'est un tableau qui est si vivant que l'auditeur croit voir sous les yeux ce que l'orateur lui présente. C'est-à-dire, l'hypotypose, l'idée de l'hypotypose, c'est que l'orateur, il est ici comme un témoin qui est encore pris dans ce qu'il a vu. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distance entre ce qu'il vient de voir et qu'il a frappé et ce qu'il transmet par cette invention. Donc vous voyez bien sûr il y a des mots, mais les mots viennent immédiatement dans la chaleur de cette présence encore du réel ou de la matière que l'orateur doit transmettre. Les exemples types d'hypotypose, c'est pas inintéressant du point de vue c'est pas inintéressant à plein d'égards, notamment du point de vue du trauma, enfin, quel est le rapport entre l'écriture et le trauma, puisque les exemples typiques, vraiment, sans arrêt, c'est les descriptions d'incendies, ou les descriptions de massacres, ou les descriptions de crimes, dans le cas de l'éloquence judiciaire, naturellement. De nombreux textes publiés, au XVIIe siècle encore, sont précédés de préfaces où l'auteur insiste, dit qu'il l'a écrit sans préparation, à toute allure, qu'il l'a dicté à son secrétaire, qu'il ne sait pas écrire, que ses textes sont écrits avec négligence, que lui, il n'a pas le temps, il est sérieux, il ne sait pas prêter les mots. Même Bossuet encore dit la même chose, car c'est un problème central dans la question de la définition de l'éloquence chrétienne. Comment est-ce que l'éloquence chrétienne pourrait-elle s'occuper des mots ? L'élocutio est, pas toujours, mais quand même très fréquemment associé à l'ornement. Donc à un type de plaisir charnel, parfaitement charnel. L'orateur chrétien ne doit pas s'occuper des mots. Il ne faut pas qu'il ressemble au sophiste, qui est la figure odnie dans toute l'histoire de la tradition occidentale du rapport au langage.
L'orateur chrétien doit être inspiré par Dieu, donc lui, c'est pas son inventio, c'est pas par les muses non plus qu'il est inspiré, il est inspiré par Dieu. L'élocution est réputée être l'affaire des grammairiens, pas des orateurs. Et dans la tradition de l'éloquence humaniste, on trouve sans cesse exprimé un immense mépris pour le poète, pas pour le poète, pour le grammairien. Ici, l'orateur et le poète partagent ce mépris pour le grammairien. Cependant, évidemment, et de rechef, en poésie, c'est un peu différent, à cause de la forme. Il est un peu difficile que le poète ne dise rien de l'élocution. Il ne peut pas complètement faire de l'élocution quelque chose d'ancillaire. Dans la défense et illustration de la langue française, Du Bellay loue l'élocution, mais il la subdivise elle-même. Il la subdivise entre les mots, et là, en gros, il fait de nouveau une sorte de subdivision sur laquelle je vais revenir à propos du XVIIe siècle. Pour les mots, le peuple est souverain de cette partie parce qu'elle est ancillaire. Donc il faut employer les mots usités, sauf quand le poète, pour une raison d'énergie, a besoin d'un mot qui n'existe pas dans la langue. Alors, en vertu d'une autre souveraineté, qui est en fait la souveraineté qui le compare, l'assimile au roi, le poète peut inventer un mot, parce qu'il a la royauté de l'éloquence. L'orateur aussi, c'est absolument les mêmes arguments du côté de la poésie et de l'orateur. C'est-à-dire qu'il y a donc un droit au néologisme qui va être au contraire tout à fait dénié aux écrivains, aux poètes et aux orateurs, en fait à tout locuteur au XVIIe siècle. Donc il divise l'élocution entre les mots et les figures. Et les figures sont-elles au contraire louées par Du Bellay. Sans leur vertu, dit-il, l'invention ne serait qu'un glaive encore couvert de sa gaine. Un glaive encore couvert de sa gaine. L'élocution, sous son rapport, sous son aspect qui, en principe, est plutôt considéré comme ornemental, permet donc de dégainer, de montrer. Bon, c'est une étrange métaphore. Le travail de la langue porte en somme la puissance de l'inspiration, de l'invention, à incandescence. Alors voilà, je vous ai un peu présenté le paysage, si je puis dire, chez les humanistes. Mais cette vision euphorique de l'éloquence, cette vision qui fait de l'éloquence une puissance capable, comme l'Hercule gaulois, de rassembler un peuple entier derrière lui et de les rassembler de façon pacifique, s'est effondrée sous l'effet des guerres de religion. Les guerres de religion ont au contraire montré que l'éloquence avait jeté le peuple, avait poussé le peuple au massacre. Les prédicateurs ligueurs en particulier n'ont pas arrêté d'agiter les passions les plus affreuses, avec l'invective, l'ironie, etc. Donc vous avez une crise de conscience dans les pouvoirs du logos, telle que, à mon avis, on ne peut pas comprendre la querelle dite du purisme dite des puristes et des antipuristes au XVIIe siècle, hors de cette mémoire du caractère catastrophique de l'éloquence pendant les guerres de religion. Les antipuristes sont les héritiers de l'éloquence humaniste, et les puristes, au contraire, investissent l'élocution en tant que telle. On pourrait dire en gros, si vous voulez, que la monarchie absolue prend pour elle la discussion politique, il y a un interdit du débat politique, les choses, l'invention, les matières. En gros, il n'y a plus de liberté là-dessus. Mais il y a une liberté d'investissement sur les mots en tant que tels, et cette liberté d'investissement sur les mots en tant que tels, tout ça pour aller très très vite, il faudrait le montrer très en détail, contribue à dégager et à autonomiser le plan de l'élocution elle-même, qui va en fait s'appeler langue française de plus en plus. Et qui est marqué par l'interdit du néologisme. Pourquoi ? Parce que le néologisme suppose une souveraineté royale. Or, dans l'élocution, ce sur quoi insistent les puristes, c'est sur un rapport non vertical des locuteurs entre eux.
Ils insistent sur la conversation, sur l'égalité de la conversation, en disant que dans la conversation, il n'y a pas d'orateur dans une chaire parlant aux autres. Et l'argument qui interdit le néologisme, c'est le fait que les rois eux-mêmes n'ont pas le droit d'inventer des mots. Et puisque les rois eux-mêmes n'ont pas le droit d'inventer des mots, les locuteurs non plus, autrement dit, le roi est éjecté d'une possible souveraineté sur la langue. Ça, c'est contrairement à ce qu'on entend souvent dire, je vais y revenir dans un instant. Les puristes instituent une langue commune, pure et claire, d'où la phrase de Boileau. Et maintenant, j'espère vous avoir un peu fait comprendre comment on passait du XVIe siècle à une proposition de type Boileau. Ce qui se conçoit bien, c'est non se plairement et les mots pour le dire parviennent aisément, en même temps que 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Le travail des mots devient très valorisé, la syntaxe, l'art de la liaison. Barthes avait parfaitement relevé que la langue classique inventait un espace, dit-il, où on n'est pas seul. Pourquoi alors aussi est-ce une langue qui doit être bienséante? Parce que les femmes font partie de la conversation. Elles n'ont absolument aucun rapport traditionnellement avec l'éloquence. Elles ne sont pas orateurs, elles n'ont rien à faire dans les affaires politiques, ni bien sûr dans la sphère judiciaire. Tandis qu'à partir du XVIIe siècle, plus fortement, les femmes sont des locuteurs autorisés. Et il y a donc tout un travail du purisme articulé avec la bienséance qui comprend le fait que des femmes écrivent et parlent. On pourrait dire en gros, si vous voulez, que le purisme, il faudrait pouvoir le comprendre un peu comme le political correctness aux États-Unis, comme le politiquement correct, ce fait d'une attention très grande à éliminer les mots qui peuvent blesser. Il y a une civilité de la langue et c'est vraiment, vraiment travaillé comme tel. Cette civilité de la langue, elle est dénoncée par les antipuristes comme une pratique efféminée. Pendant une querelle, qui est la querelle dite des lettres de Guès de Balzac, un antipuriste attaque donc un auteur qui est puriste en parlant des puristes de la manière suivante. Donc il passe par une petite fiction, une sorte d'apologue, dit que le lecteur va prendre un chemin où il va rencontrer le puriste. Sur l'avenue de ce chemin, tu trouveras un honnête homme bien couvert, bien peigné et bien parfumé, qui sentira plus l'ambre et le musc que la fumée de l'huile ou de la chandelle. Ce sont des métaphores pour le travail de l'élocution. Il t'abordera et s'offrira à toi de bonne grâce, et passant les doigts par ses cheveux, qui sont un peu clairsemés mais pourtant bien frisés. Pourquoi un peu clairsemés mais pourtant bien frisés? Puisqu'il y a l'interdit du néologisme, les mots sont rares, et puis de toute façon il n'y a pas beaucoup de matière. Et relevant la moustache avec la main, te dira qu'il est à ton service, et te fera le plus honnête compliment qu'il est possible. Vous voyez la dénonciation extrêmement violente de la vanité totale de l'élocution du point de vue d'un antipuriste. Alors je vais là maintenant passer des étapes historiques et je pourrais dire qu'on a oublié, pour des raisons historiques très, très explicables, la cause historique de ce moment du purisme. On a oublié en gros les guerres civiles de religion. Et au XXe siècle, on a plutôt raconté la création de l'Académie française ou l'ordonnance de Villers-Cotterêts comme l'histoire d'une violence de l'État monarchique où le roi mettait la main sur la langue, la retirait à la liberté du peuple, puis aussi, avec la Révolution française, comme une violence de la bourgeoisie imposant à tous les Français la langue de la République, d'abord, puis un style, un bien écrire, imposant son puritanisme, chassant le corps, la matière, les pratiques artisanales, ouvrières, paysannes, au profit d'une langue vraiment mise au service de l'idéologie bourgeoise. Cette perception de la langue, ce récit sur la langue, a produit ce qui est commun, on pourrait dire, un dénominateur commun à la modernité, qui est un but de destruction, d'attaque, de viol, d'outrage. Toutes ces métaphores sont récurrentes. Attentat, outrage, viol, attaque, destruction, contre, sur la langue française.
il s'est donné comme un but important, plus qu'important, en fait majeur, d'écrire pour l'écrivain en refusant la grammaticalité de la langue, en refusant le service de la langue, qui était accusé, par exemple, si on pense à Barthes, écrivant dans Mythologie en 1957, un texte à propos de l'affaire Dominici, et disant que les avocats, le procureur, même les journalistes qui en avaient écrit, tous ceux qui s'étaient penchés sur le cas de ce vieux berger paysan de Haute-Provence accusé d'avoir tué 3 campeurs anglais et qui, lui, était presque incapable de parler. On a dit qu'il avait 70 mots de vocabulaire, ce qui paraît maintenant un peu exagéré. Giono a écrit sur cette affaire. Alors donc Barthes dit que c'est la littérature réaliste, c'est-à-dire le réalisme et les styles, la rhétorique, les mots, les figures d'une littérature naturalisant les actions qui pouvaient avoir construit une vraisemblance, une pseudo-psychologie en faisant rentrer Dominici dans ces cadres qui étaient à la fois des cadres idéologiques et des cadres d'écriture. Le procureur parlait la langue du XIXe siècle avec un type de littérature, en gros, on pourrait dire balzacienne. Alors je vous cite une phrase de Gilles Deleuze qui est très très éclairante et un peu stupéfiante aujourd'hui, me semble-t-il, à cet égard. Un très grand penseur, je ne suis pas en train de lire, moi je continue à les lire avec admiration. Mais tous ces textes, tous ces passages que Barthes, La langue des fascistes, Deleuze, ce que je vais vous lire, ont été décontextualisés et ont formé des mots d'ordre qui ont eu des incidences considérables et sur l'écriture et sur l'enseignement de la littérature et de la langue. Je cite, « La maîtresse d'école ne s'informe pas quand elle interroge un élève, pas plus qu'elle n'informe quand elle enseigne une règle de grammaire. Elle enseigne, elle donne des ordres, elle commande. La machine de l'enseignement obligatoire ne communique pas des informations, mais impose à l'enfant des coordonnées sémiotiques avec toutes les bases duelles de la grammaire, masculin, féminin, singulier, pluriel, substantif, verbe, sujet d'énoncé, sujet d'énonciation. Le langage n'est pas la vie, il donne des ordres à la vie. » Ou encore, une règle de grammaire est un marqueur de pouvoir avant d'être un marqueur syntaxique. On donne aux enfants du langage, des plumes et des cahiers, comme on donne des pelles et des pioches aux ouvriers. Alors en fait, cette attaque de la langue française retrouve la pratique de la langue comme glaive, mais cette fois-ci, l'arme est exercée contre la grammaire. C'est antérieur à ces auteurs, c'est cela que Paulan a pu appeler terreur. Le terreur au sens de la terreur révolutionnaire, transférée à l'écriture. Il y a donc une nécessité d'attaquer la langue trop normée. Cette nécessité s'est coulée dans les oppositions romantiques et post-romantiques. Je pense à Mallarmé, bien sûr, opposant la langue utilitaire du reportage à ce que devait faire le poète, donner un sens plus pur au mot de la tribu. Je vais la citer à la fois Mallarmé et Barthes, qui reprend dans sa leçon, dans cette leçon où il a déclaré que la langue était fasciste, donc c'est un passage du tombeau des Garpeaux de Mallarmé. Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change, le poète suscite avec un glaive nu son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange. Le poète suscite avec un glaive nu. Donc vous voyez comment on retrouve sur le très long terme cette définition de l'écriture comme arme, comme glaive. Alors évidemment, Mallarmé, on ne peut pas dire que ce ne soit pas accompagné d'un travail sur la langue, mais c'est un travail qui arrache la langue à
à son usage ordinaire. Et Barthes écrit « Changer la langue, mot mallarméen, et concomitant de changer le monde, mot marxien ». Je vais encore citer Jean-François Lyotard. « L'adversaire et le complice de l'écriture, c'est la langue. L'adversaire et le complice de l'écriture, c'est la langue. Je veux dire non seulement la langue maternelle, mais l'héritage de mots, de tours et d'œuvres qu'on appelle la culture littéraire. On écrit contre la langue, mais nécessairement avec elle. » Donc Lyotard, lui, est plus, de ce point de vue-là, plus nuancé, si je puis dire, que le Barthes de la leçon. Barthes a écrit aussi tenu d'autres propos tout à fait différents sur la langue et l'écriture. On a assisté à une radicalisation de la phrase de Proust « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère ». Face à cette nécessité avancée de destruction de la langue, comment la décrire? Il ne s'agit pas exactement d'un travail. L'idée de travail est désormais perçue comme une aliénation à un ordre prescrit, à la grammaire, au plan du signifié, désormais ou de nouveau. Mais on parle plutôt de production, pas de création, il n'y a pas de créateur, pas de sujet, pas d'œuvre. Il n'y a au fond ni ouvrier ni roi, si vous voulez. On parle plutôt de texte, de textualité, de signifiance. L'écrivain est considéré comme un lieu de passage où s'opère une révolution destructrice. Barthes parle de décomposition sensationnelle du sujet dans Plaisir du texte. Dans son livre Fiction d'anarchisme, Uri Eisenzweig analyse les fictions d'anarchistes, c'est-à-dire ce moment de l'ère des attentats où les anarchistes, ou plus exactement d'ailleurs, en fait ils ont été ils n'ont pas été approuvés par les anarchistes, mais où il y avait eu des attentats qui semblaient faire un passage à l'acte d'une théorie qui s'appelait la propagande par le fait ou par l'acte. Et il montre que ces attentats ont été considérablement admirés et approuvés par des poètes symbolistes, et en particulier par Mallarmé. Il cite le mot d'un poète, après un attentat, « Que nous importe la victime, pourvu que le geste soit beau ». Évidemment, il songe aussi, il le rapproche de la phrase de Breton, selon laquelle l'acte surréaliste par excellence, ce serait tirer sur la foule. Ou la phrase de Breton, « La beauté sera convulsive ou ne sera pas ». On peut penser aussi à Marguerite Duras et au vice-consul tirant sur les lépreux de Lahore. Alors je résume ce que je viens de présenter. J'ai essayé de vous montrer que le travail de la langue se présentait d'abord comme une technique, un art au sens artisan du terme, un service, il faut servir la langue. Mais la langue, au XVIe siècle, à ce moment-là, est une langue petite, si je puis dire, basse. Elle est, la grammaire, l'élocution, c'est domestique. C'est la partie ancillaire de la langue. Puis, au XVIIe siècle, à partir du moment où vous avez la création de l'Académie française, la langue acquiert une dignité, il s'agit d'ailleurs de la perpétuer, il s'agit de la fixer pour qu'elle dure, pour qu'elle arrête de changer tout le temps, et elle devient quelque chose comme une langue sacrée, c'est la grande dénonciation de Barthes et des modernes. À ce moment-là, le travail sur la langue, qu'on peut dire de temps en temps encore travail, on va en voir un exemple tout à l'heure, elle se dit contre le travail de la langue, contre ce service de la langue. La métaphore du glaive signifie bien que écrire n'est certainement pas travailler la langue dans le sens de l'illustrer, si vous voulez. Mais jusqu'à présent, je ne vous ai pas beaucoup parlé d'éthique de la forme. En effet, je voulais donc d'abord montrer les sédimentations des théories pratiques évoquées par le thème du travail de la langue, en soulignant que la question est d'autant plus difficile que, par exemple, dans le cas de Mallarmé, il est difficile à placer dans ces oppositions que je viens de faire. Il est clair que Mallarmé, par l'hermétisme de sa poésie, représente une sorte, au contraire, de sommet du travail sur la langue. Mais c'est un travail sur la langue qui a été ensuite réinterprété par la modernité comme un travail contre la langue,
comme une révolution dans le langage qui était absolument corollaire d'une destruction, d'une révolution sociale qui serait une destruction des appareils idéologiques, des superstructures, au rang desquelles la langue était la première des superstructures à attaquer. Petite parenthèse, si vous voulez, pour vous donner un exemple très concret, Catherine Malabou, dans un livre qui s'appelle Ontologie de l'accident, essai sur la plasticité destructrice, a écrit un tout petit passage sur Marguerite Duras, et Catherine Malabou fait remarquer à quel point la syntaxe de Marguerite Duras est détruite, chaotique, et elle met ça en rapport avec l'alcoolisme de Marguerite Duras. C'est un peu choquant quand on la lit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'ai envie de dire peu importe. Ce qui est sûr, c'est que cette esthétique qu'une philosophe peut ensuite rapporter à une cause quasi physique, hein, l'alcoolisme de Marguerite Duras, cette esthétique a charmé, a captivé, a capturé, et on voit bien comment, en tout cas, ce que cette proposition un peu choquante sur Marguerite Duras met en lumière, c'est que Marguerite Duras ne définissait d'évidence pas son écriture comme un travail de la langue, plutôt, je dirais, comme une extase, d'où l'importance accordée au sublime dans sa réflexion ou dans ses propos sur la littérature et aussi chez les commentateurs qui commentent Marguerite Duras. Dans mon livre « La langue est-elle fasciste ?», j'ai défendu le purisme et le désir de civilité qui l'a accompagné contre l'éloquence séditieuse et massacreuse, et j'ai défendu aussi l'enseignement de la grammaire auprès des élèves. Mais je ne suis pas certaine qu'on doive placer la littérature, l'écriture, exactement du même côté, si je puis dire. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui ne se laisse pas du tout enfermer dans les propos de Boileau, pour aller vite, par exemple. Je voudrais citer un passage un texte d'Agamben, Giorgio Agamben, qui donne une définition tout à fait passionnante de la langue, en disant... En fait, ce que je voudrais essayer aussi de vous montrer, c'est que le travail de la langue, le problème à mes yeux, c'est tout autant travail que langue. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs définitions possibles de la langue et que les définitions mobilisées explicitement ou implicitement par les écrivains, par les pédagogues ou par les chercheurs déterminent des pratiques linguistiques qui parfois peuvent s'appeler travail, qui sont en vérité extrêmement différentes. Pour Agamben, dans la langue est un champ, dit-il, traversé par deux forces contraires, l'une poussant à l'innovation, à la transformation, l'autre à l'invariance, à la conservation. La première correspond dans la langue à une zone d'anomie, la seconde à la norme grammaticale. Alors vous voyez, ça c'est très intéressant parce qu'il met dans la langue elle-même quelque chose qui est contraire à la norme grammaticale. Et il dit le point de rencontre des deux courants, donc le courant de l'innovation, de l'anomie, et le courant contraire de la norme grammaticale, le point de rencontre des deux courants est le sujet parlant. Le sujet parlant lui-même. C'est là que, me semble-t-il, dans cette question du sujet parlant et de sa décision face à la langue, puisque Agamben ajoute, c'est dans le sujet, par conséquent, qu'à chaque moment se décide ce qui va être plutôt investi, le pôle de l'anomie ou le pôle de la norme. Au fond, si vous voulez, quand je défends le purisme pour l'enseignement, je défends l'idée qu'on doit faire passer le sujet par une habituation ou par un séjour du côté de la norme. Il n'y a pas d'autre manière pour qu'il ait aussi
accès, je ne dirais pas la maîtrise exactement, mais accès à ce pôle normé de la langue que de le lui transmettre. Et de le lui transmettre intact, c'est-à-dire le rôle des transmetteurs est de toute façon peut-être toujours davantage du côté de la norme. Par contre, une fois qu'on est du côté de l'écriture, il n'en est plus du tout, il n'y a pas de prescription, à mes yeux, de ce type-là. Il y a plutôt une exigence que le sujet se porte responsable de ce lieu, qui est précisément le point d'intersection entre le pôle de l'anomie et le pôle de la norme. C'est ce que Gérald Sfez, dans un livre un peu brouillon mais passionnant, appelle la langue cherchée. Et il dit « L'écrivain est celui qui a foi en une langue cherchée. L'écrivain est celui qui a soin des mots. Ce soin accompagne le travail de leur forme. Il est celui qui touche à la langue. Il est, lui, l'écrivain, celui qui touche à la langue, les questionne, les palpe, les caresse, les égratigne. Il ne la laisse pas intacte, mais il la garde auprès de lui et par là la préserve. L'écrivain fait l'épreuve de la défaillance de l'usage des mots dans l'abus qu'on en fait et en même temps de l'insuffisance de la langue elle-même. » Alors, il met en avant, lui, le propos très, très récurrent dans la modernité de la résistance. Ce motif de la résistance, on le rencontre aussi chez Barthes, qui parle d'une tricherie salutaire contre ce que Barthes a dénoncé donc comme le fascisme de la langue, le fait qu'on n'était pas libre devant la norme grammaticale. Alors, vous voyez que chez Agamben, ce n'est pas du tout un motif il ne dirait pas que la langue est fasciste, puisqu'elle est elle-même complètement traversée entre un pôle anomique et un pôle normé. Donc, pour Barthes, la langue est au contraire complètement définie par le pôle normé, d'où cette proposition que la langue est fasciste. Et contre cette langue fasciste, Barthes a proposé ce qu'il appelle la tricherie. Tricher la langue. Il dit qu'il faut tricher la langue. Et là, je vais citer un mot de Barthes. Les forces de liberté qui sont dans la littérature, c'est ce fameux sujet que j'ai régulièrement donné en sujet de dissertation à mes étudiants. Les forces de liberté qui sont dans la littérature ne dépendent pas de la personne civile, de l'engagement politique de l'écrivain, qui après tout n'est qu'un monsieur parmi d'autres, ni même du contenu doctrinal de son œuvre, mais du travail de déplacement qu'il exerce sur la langue. Travail de déplacement. Vous voyez, on a bien le travail, mais c'est déplacement qui est important chez Barthes. Barthes concevait du coup ce travail de déplacement comme une responsabilité. Il parle d'une responsabilité de la forme. Et l'éthique de la forme, je dois au fond cette expression à Barthes. Il parle de l'écriture comme d'une tension, lui dit-il, entre champ de jouissance et champ de responsabilité. Et les deux sont importants. Mais quel exemple donne-t-il ? Il donne l'exemple de Céline. Et c'est au fond là que, à mes yeux, on pourrait dire que l'éthique de la forme, en ça au fond je suis d'accord avec Barthes, mais elle ne peut pas avoir d'autre définition que celle de ce que l'on prend soi-même comme responsabilité, j'ai envie de dire seul presque. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou je voulais terminer en vous racontant une expérience très très troublante que j'ai faite l'an dernier et qui continue à me troubler jusqu'au malaise en fait. Je participe depuis l'an dernier à un master qui s'intitule Atelier pratique de la poésie, qui est né à l'initiative d'une collègue 16e qui s'appelle Nathalie Dauvois. L'idée est de présenter la poésie par l'atelier, par ce que fait vraiment, au sens du travail, le poète. Elle tenait beaucoup à ce qu'on présente des formes fixes. Alors je dis on, en fait ça n'a pas très bien réussi de ce point de vue-là, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de volontaires. Alors, l'idée, c'est qu'il y ait une séance consacrée à la définition de la forme fixe, la théorie, si vous voulez, mais la théorie au sens vraiment de la poétique, des prescriptions, et puis, en une semaine, les étudiants doivent pratiquer, doivent écrire eux-mêmes cette forme fixe. Les 16e, parce qu'en fait, ils étaient deux, Nathalie Dauvois et un collègue, ont présenté le rondeau. Moi, elle m'avait sollicité comme 17e. Bon, j'ai fini par dire oui, mais la seule chose dont je peux parler, c'est des fables, pour les raisons que je vous ai dites. Et elle a accepté. Et vous voyez déjà que comme forme fixe, c'est un peu problématique. Mais peu importe. Je voulais simplement vous parler des 2 premières séances consacrées au rondeau.
La première séance, très dense, nous a présenté toutes sortes de rondeaux et nous a présenté la forme du rondeau. Cette première séance avait lieu le 10 novembre 2015. Alors voici la définition, cette fois-ci je l'ai empruntée à Wikipédia. Le rondeau est un poème à forme fixe, ancien, comportant 3 strophes isométriques, construites sur 2 rimes, avec des répétitions obligées, et se fermant sur lui-même, ce qui est à l'origine de son nom. À la fin du XVe siècle, invente le rondeau nouveau, qui comporte 13 vers sur 2 rimes redoublées, 8 masculines, 5 féminines ou l'inverse, formant un quintile, un tercet et un dernier quintile avec un refrain tronqué. Ce refrain tronqué s'appelle le rentrement. Je vous lis ça, vous ne pouvez pas vous faire une image, enfin moi je ne m'en faisais pas une en écoutant ça, simplement vous dire que c'est très contraignant, c'est une forme vraiment très 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 contraignante. Je vais vous en lire un de Marot qui est très célèbre, il se trouve que moi j'ai appris enfant. Dedans Paris, ville jolie, un jour passant mélancolie, je pris alliance nouvelle à la plus gaie demoiselle qui soit d'ici en Italie. D'honnêteté elle est saisie et croit selon ma fantaisie qu'il n'en est guère de plus belle dedans Paris. Dedans Paris, c'est le rentrement. Je ne vous la nommerai mis, sinon que c'est ma grande amie, car l'alliance se fit-elle par un doux baiser que j'eus d'elle, sans penser aucune infamie dedans Paris. Alors j'ajoute que dans Wikipédia, ils commentent, ils disent quelque chose que les 2 16e ne nous avaient pas précisé, et d'ailleurs il y avait des exemples qui prouvaient que ce n'était pas absolument fatal. Le rondeau est léger et souvent badin, c'est une forme souple et virtuose. Guillaume de Machaut dit, pour construire un bon, il appelle ça un triolet, il faut observer 3 choses, savoir que l'air en soit follet, c'est la première condition, que l'air en soit follet. Je ne sais même pas, là j'ai découvert en fait hier en cherchant cette définition sur Wikipédia. Lors de cette première séance, nous avions une discussion très brève sur la question justement de l'inspiration. Comment est-ce que l'on peut concilier la théorie de l'inspiration, de la fureur divine, de l'inspiration par les muses, et la pratique d'une forme aussi contraignante. Et mes 2 collègues seiziémistes concluaient que c'était évidemment de l'habillage idéologique, si vous voulez, pour le côté aristocratique du poète, mais que c'était d'abord et avant tout des techniciens du vers, des artisans du vers. Moi, j'avais suggéré quelque chose d'autre, qui était qu'il y avait peut-être une addiction à la forme, qu'il devait peu à peu avoir une espèce de possession par la forme. C'est la forme elle-même qu'ils avaient en eux de telle manière qu'ils n'étaient pas exactement dans la technique, si vous voulez, que c'était passé un peu, comme on dirait, en une seconde nature. Alors, pendant la semaine, nous étions censés tous écrire des rondeaux. Le jeudi 12 novembre, je vois ma collègue, il se trouve que je dîne avec elle, elle me dit qu'elle a écrit des rondeaux, elle me dit « Et toi, tu as écrit des rondeaux ?» Je dis « Écoute, non, je suis désolée, moi, l'écriture, c'est important pour moi, c'est pas à mon âge que je vais me mettre à écrire de mauvais rondeaux, de mauvais vers. J'ai essayé, c'est absolument nul, je n'écrirai pas de rondeaux. » Vendredi 13 novembre, les attentats. Samedi 14 novembre, comme à peu près tout le monde, j'ai regardé sans arrêt les nouvelles sur Internet en boucle, et je me disais, mais comment on va faire mardi prochain, là, en ce moment, dans un tel contexte, pour parler de rondeaux? C'est pas possible, je ne vois pas comment je pourrais me présenter devant des étudiants. Et je me suis mise de façon un peu, je ne sais pas comment, à écrire un rondeau, parce qu'il y avait le Dedans Paris. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise dans le rondeau de Marot. J'ai commencé, puis peu à peu, j'ai chassé les mots de Marot. J'ai pris ces rimes, je ne me suis pas reportée à un quintile, à ce que je vous ai lu tout à l'heure. Ah bon, c'est un quintile, il va falloir que je compte, il va falloir que je trouve des rimes, etc. Non, j'ai pris le rondeau de Marot, et puis j'ai chassé. Le résultat, je n'ai pas le temps de vous le dire, et peu importe, premier rondeau, il est quand même encore très marotique, si vous voulez. Et puis j'ai continué parce que de toute façon, c'était apaisant. Il y avait quelque chose dans cette activité un peu compulsive, si vous voulez, quelque chose qui trompait mon angoisse, c'était apaisant. Et donc j'ai continué, j'ai recommencé avec un autre rondeau de Marot, où le rentrement correspondait bien à la situation. Puis je suis tombée, moi, dès le premier ou deuxième vers, sur « Range tes vers ». Et je me suis dit, voilà, ça c'est mon rentrement. Et donc j'ai écrit un deuxième rondeau,
je n'ai pas le temps de vous lire, je ne vais pas vous le lire. Et cette fois-ci, j'avais le sentiment que oui, j'avais vraiment écrit un rondeau dont j'étais satisfaite, c'est-à-dire au sens où c'était pas artificiel, où c'était pas, j'avais pas fait de mauvais vers, j'avais pas fait ce que j'avais dit que je voulais pas faire à ma collègue, et que j'aurais pu continuer à écrire des rondeaux. C'est-à-dire qu'effectivement, donc quand même assez rapidement et sous la pression d'une situation particulièrement angoissante, je m'étais mise à plutôt faire l'expérience de ce que j'avais suggéré d'une manière un peu théorique, si vous voulez, d'une addiction possible par la forme. Je vais peut-être m'arrêter là sur cet exemple qui, encore une fois, je trouve que le propos de Barthes disant « l'écriture se tient entre un champ de jouissance » et au sens psychanalytique du terme, au sens où c'est pas que heureux la jouissance, et un champ de responsabilité, convenait assez bien à cette expérience que je continue à trouver très, très perturbante de cette histoire de rondeau. Voilà.